Bonjour à tous ceux qui se connectent à cet événement. On va attendre quelques instants que tout le monde se connecte. On va prendre non pas le quart d'heure des invités, mais la minute des invités pour que chacun s'installe confortablement pour cette heure où nous serons ensemble. Alors au fur et à mesure où vous vous connectez, n'hésitez pas à mettre dans le chat vos fonctions, des attendus éventuels, etc. Comme ça nous permet aussi de cibler un petit peu en fonction de vos profils et puis bien évidemment en fonction de vos attendus. Donc si vous avez déjà des attendus, des points spécifiques que vous aimeriez aborder pendant cette heure ensemble, n'hésitez pas à l'écrire car aujourd'hui le chat est notre ami et ce sera votre seul moyen de communication. Voilà, c'est dommage, j'ai moi-même la voix cassée et c'est moi qui peux parler. Et vous pouvez utiliser le chat et on essaiera bien évidemment de répondre, en tout cas Evelyne essaiera de répondre à la plupart de vos attentes. Tout à fait. Merci Béatrice. Alors il y a beaucoup de participants qui se sont inscrits ce soir. On en est ravis. Alors c'est dire bien évidemment l'intérêt du sujet, un sujet qui nous concerne tous, pour lequel bien évidemment on a tous un lien plus ou moins fort avec ces thématiques, on va dire ESG, RSE, etc. On va débriefer un petit peu sur toutes ces notions. Et on va essayer, autant que possible, dans les temps impartis, de brosser un petit peu les principaux enjeux et évolutions réglementaires de cette thématique ESG dans le monde financier. Tout à fait. Alors voilà, donc on laisse tout le monde se connecter. Alors tous ceux qui se connectent, j'ai notamment une question sur le replay, qui est effectivement une bonne question, c'est-à-dire est-ce qu'éventuellement si je dois m'absenter, je pourrais réécouter la vidéo? Oui, bien sûr, vous pourrez réécouter, avoir le replay. Donc, si vous avez des contraintes, vous pourrez réécouter ça tranquillement. Néanmoins, si vous pouvez rester, c'est toujours mieux pour les interactions et pouvoir répondre en direct à vos questions. Donc, parmi tous ceux qui se connectent, certains sont peut-être des commerciaux, des juristes, des gens de la compliance, des informaticiens, des financiers, peut-être même des clients du monde financier. Mais donc, vous êtes tous motivés par un petit peu mieux comprendre un petit peu ces enjeux ESG. Alors, cette formation vous est proposée par l'AFGES, qui est un organisme de formation et de conseil. Alors, rapidement, on va se présenter. Evelyne Nyotou, je vais te laisser te présenter, et puis après, je me présenterai à mon tour. Evelyne, est-ce que tu peux, en 2 mots, te présenter? Oui, Béatrice. Donc, moi, je suis Evelyne Nyotué. Donc, au sein de l'AFGES, je suis associée. Au sein de l'AFGES, je suis en charge du pôle prudentiel ESG, c'est-à-dire que je m'occupe de toutes les formations qui touchent le périmètre Balois, Risk Management et ESG pour les banques et les entreprises d'investissement. Donc, l'expert qu'il nous faut pour cette heure. Je me présente Béatrice Bonmichel, je suis également associée de l'AFGES et plus spécifiquement en charge des thématiques autour de la gouvernance, de l'audit et des risques. Et du coup, je suis également intéressée par ces thématiques, surtout sous l'angle de l'audit en fait, et de la maîtrise des risques. Alors, je me permets de répéter, le chat est vraiment votre ami pour poser toutes les questions que vous souhaitez. On se fera fort d'essayer d'y répondre, en tout cas au plus grand nombre possible de questions. On a 1 heure, c'est court. On va se tenir à cette heure, bien sûr. Et puis après, donc, vous pourrez avoir en off quelque part ou dans d'autres opportunités, nous l'espérons, l'occasion de pouvoir creuser ces thématiques. Alors, Evelyne, voilà, on est tous oui pour t'écouter, bien sûr. Alors, je vais me permettre de poser quelques questions, de rythmer un petit peu cette heure ensemble. Tout à fait. Et j'ai quand même une première question générique, si j'ai envie de dire, parce que par rapport à la variété des profils, c'est peut-être nécessaire
au préalable, de nous repréciser qu'est-ce qu'on peut trouver derrière ces acronymes ESG, qu'est-ce qui est entendu derrière cet acronyme. Est-ce que tu pourrais nous repréciser un peu avant de rentrer dans le vif du sujet? Oui, tout à fait, Béatrice. Effectivement, derrière la notion de ESG, donc E comme environnement, S comme social et G comme gouvernance, je m'aurais déjà dit que le fait qu'il y ait le réchauffement climatique, ce n'est pas un scoop. Hein. Ça fait au moins 30 ans qu'on en parle. Ce qui change aujourd'hui, c'est le fait que là, en fait, l'iceberg, on le voit. On le voit dans le sens qu'on a une espèce de prophète de mauvais augure là qu'on appelle le GIEC, qui fait des prévisions régulières sur l'évolution du climat planétaire. Et par rapport à cette évolution, on voit qu'il va y avoir un changement drastique de notre climat. Vous voyez, par exemple, si vous avez déjà fait la cartographie des risques, on nous parle souvent des événements sévères, mais très rares, ou des événements fréquents, mais peu sévères. Et ce que le GIEC nous prévoit, c'est d'avoir des événements sévères et fréquents. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Et donc, dans le premier aspect du risque ESG, on va avoir le risque physique, c'est-à-dire qu'il nous prévoit en fait une exacerbation des événements extrêmes et aigus, à la fois dans toutes les zones de la planète. En fait, c'est ça qu'il y a un petit côté démocratique par rapport à l'ESG, parce que finalement, il n'y a aucune zone qui est épargnée. Il va nous prévoir, par exemple, une exacerbation des événements extrêmes comme les tsunamis, les feux de forêt, les inondations, les montées des niveaux de la mer. Donc ça, c'est les événements un peu extrêmes. On va aussi avoir des événements chroniques comme l'élévation durable de la température, l'élévation durable du niveau de la mer. Et ça, c'est typiquement des éléments qu'on n'avait pas avant, qu'il va falloir qu'on soit capable d'anticiper. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le risque physique. Il y a aussi un autre élément, c'est lié au risque de transition. Dans le risque de transition, c'est le fait que suite aux accords de Paris, plusieurs pays importants de la planète se sont mis d'accord pour pouvoir réduire drastiquement le niveau de CO2 sur la planète. Et donc, pour que justement, en 2050, on arrive à un taux d'émission de CO2 net de 0%. Et donc, pour pouvoir arriver à cette trajectoire net zéro émission de carbone en 2050, il va falloir à la fois réduire drastiquement le niveau de CO2 qui est émis actuellement dans la planète, mais aussi le résiduel qui sera quand même émis en 2050 devra être capté par des solutions de captation de carbone ou des tourbières, etc. Donc, pour pouvoir justement mettre en place cette transition-là vers une économie bas en carbone, on va devoir justement changer drastiquement nos habitudes. Et donc, en termes de portefeuille bancaire, c'est de se dire, si moi, en tant que banquier, je me retrouve avec un portefeuille essentiellement brun, parce que justement, il est très intensif en carbone, il est très dépendant des énergies fossiles, des énergies qui ont vocation à être réduites ou même carrément interdites dans le plan de transition qui s'annonce, là, j'ai un souci parce que justement, mes clients auront du mal à muter vers le nouveau monde plus vert qui est attendu. Donc ça, c'est le risque de transition. Le troisième risque aussi qui va être très important, c'est le risque de réputation et de contentieux. Il y a quelque chose qui est assez particulier dans l'ESG, c'est qu'il faut être activement vert et il faut le dire. Donc, ça veut dire que si, par exemple, on se retrouve dans une situation où on est très exposé sur des clients qui sont dans des pratiques controversées en matière de climat, en matière de protection de l'environnement, en matière de droits de l'homme, où on est très exposé sur des clients qui plutôt ont tendance à tirer la planète vers le bas en termes de contribution à cette trajectoire de réduction de l'émission de CO2, on va rapidement avoir des problèmes de réputation. Et on va aussi avoir des problèmes de contentieux. On constate déjà, par exemple, qu'il y a plusieurs ONG qui attaquent certaines banques parce qu'elles ne sont pas suffisamment vertes ou parce qu'elles ont des encours importants sur des clients qui ne seraient pas suffisamment verts. Et en plus aussi, même, on va avoir un problème avec nos partenaires sociaux qui vont commencer à sélectionner finalement leur contrepartie. Leurs partenaires sociaux vont sélectionner leur contrepartie justement par rapport à ces critères-là. On a même déjà aussi un problème
d'attractivité en termes d'employeurs, parce qu'on a déjà les nouvelles générations de diplômés qui utilisent ces critères-là pour décider vers quel employeur ils vont se diriger. Donc ça, c'est déjà un point important par rapport à l'environnement. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est 3 lettres, hein, E, S, G, mais il y a quand même une énorme pondération qui est faite aujourd'hui sur le E, parce qu'il y a cette urgence climatique là dont on a tous entendu parler, sur lequel il y a énormément de focus. N'empêche que quand même il y a aussi l'aspect social. Donc dans l'aspect social, quand on analyse le risque social, on va d'abord regarder ce qu'on appelle le risque de ressources humaines. Donc, dans le risque de ressources humaines, c'est de se poser la question comment mon client traite ses collaborateurs. Est-ce qu'ils sont bien payés? Est-ce qu'ils respectent finalement les égalités hommes-femmes? Est-ce que les formations sont satisfaisantes, etc. Donc, c'est tout le corpus de risques de ressources humaines qu'on connaît déjà et qu'on gère déjà notamment comme une catégorie de risque opérationnel. On va aussi avoir tous les risques liés à la relation avec les parties prenantes, avec les partenaires sociaux, avec les clients. Est-ce qu'on respecte le devoir de conseil? Est-ce qu'on a un traitement équitable de nos fournisseurs et de nos clients? Et il y a aussi l'aspect sociétal, donc c'est lié à l'impact si on finance des fondations, si on lutte activement contre la pauvreté, l'esclavage, on protège les droits de l'homme. Donc tout ça, c'est les éléments, ce sont les éléments qui sont du côté social. Et le côté gouvernance, là, on va avoir 3 axes aussi à regarder. Premier axe, c'est la qualité du conseil d'administration et la façon dont finalement les titulaires de fonctions clés sont mis en place. C'est-à-dire qu'on va regarder si le conseil d'administration est efficace, compétent, est-ce qu'ils n'ont pas de conflit d'intérêts, est-ce qu'ils ont vraiment un rôle de challenge de la direction générale, ou alors ce sont des passe-plans un peu qui valident tout ce que la direction générale dit sans vraiment les challenger. Donc, on va avoir ces aspects-là. On va aussi avoir finalement tout ce qui est lié au risque de conformité. Hein. C'est un peu la fiche de poste d'un département de compliance. Donc, tous les sujets relatifs à la lutte anti-blanchiment, à la prévention de la corruption, etc. On va aussi avoir, bien sûr, la prévention des controverses. Parce que quelque part aussi, il y a quelque chose qui est assez marquant. C'est que si on a beaucoup de scandales et de controverses, ou même de réclamations clients ou de litiges clients, ou litiges tout simplement, quel que soit le type de litige, c'est quand même un signal qu'il y a un problème de gouvernance. Donc, on a comme ça ces 3 lettres-là, E, S, G, sur lesquelles maintenant on doit analyser nos clients, nos contreparties, pour pouvoir finalement définir notre stratégie et dire comment on va réorienter en fait notre activité. Ok. Merci Evelyne pour ce rappel un petit peu de cette composante, de ces 3 lettres ESG. Donc, on voit bien effectivement que l'environnement est un sujet d'abord d'actualité, bien évidemment, et que le social et la gouvernance, c'est des sujets, on va dire, des encore plus anciens sujets. Et quand on regarde effectivement ce que tu nous expliques sur la gouvernance, on se dit c'est effectivement une feuille de route qui était déjà la feuille de route d'un responsable compliance, puisqu'on retrouve des sujets somme toute assez classiques par rapport à cette gouvernance. Tout à fait. Alors, il y a une deuxième notion qui est quand même aussi mise sur le devant avec ces enjeux ESG, c'est cette notion de double matérialité. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots ce qu'on entend par cette double matérialité ? Alors, la double matérialité, c'est une innovation européenne, hein, parce qu'au niveau international, on est plutôt sur la notion de simple matérialité. Mais comme nous, Européens, nous sommes des gens bien, on a décidé d'aller beaucoup plus loin, même si derrière, cela entraîne parfois aussi une pénalisation dans une certaine mesure de l'économie européenne, parce que nous, on est dans une logique un peu plus vertueuse. Alors, c'est quoi la double matérialité? C'est qu'en fait, chaque fois qu'on va décider d'un investissement, chaque fois qu'on va décider de financer un client, il faudra absolument qu'on se pose 2 questions. La première matérialité qui est la plus intuitive, c'est le outside in, c'est-à-dire que en quoi est-ce que la planète qui va être trop chaude, trop humide, avec un climat totalement bouleversé, peut impacter négativement mon investissement que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, quels sont les impacts négatifs du réchauffement climatique, notamment sur mon investissement? De manière simple, hein, si par exemple je décide
d'acheter un bien immobilier en bord de mer, littéralement les pieds dans l'eau, forcément, il y a une probabilité non nulle que la planète, avec la montée du niveau de la mer, devienne une vraie menace pour l'investissement que je suis en train de faire. Voilà un moyen simple d'avoir cette idée de outside in, la matérialité financière liée à l'évolution négative du climat. Mais là où nous sommes pionniers par rapport, par exemple, aux Américains qui sont plus concentrés sur cette matérialité financière, c'est que nous aussi, on va regarder la matérialité d'impact, ce qu'on appelle inside out. C'est-à-dire qu'on doit se poser la question à chaque fois, quand on décide d'un investissement, quand on décide d'un financement, en quoi est-ce que mon financement peut impacter négativement la planète? En quoi est-ce que mon financement impacte négativement la biodiversité? En quoi est-ce que mon financement impacte négativement, par exemple, le niveau de pollution moyen dans la planète? Parce que justement, moi aussi, j'ai une responsabilité. Le risque de ne rester que dans la logique de matérialité financière, c'est de se positionner un peu en victime de la planète qui serait trop agressive pour notre activité financière. Alors qu'en fait, nous avons une responsabilité, et donc cette matérialité d'impact là remet la responsabilité la responsabilité du financier au centre de l'exercice. Et donc, je dois me poser la question, est-ce que quand je vais aller, par exemple, lancer un grand programme immobilier dans une zone, est-ce que je suis pas en train de détruire la biodiversité? Est-ce que je suis pas en train de m'attaquer à des grenouilles protégées qui finalement se sentiraient complètement menacées dans ce que je fais? Et donc, finalement, ce qu'on va nous demander dans les comités d'octroi de crédit, comme dans les comités nouveaux produits, nouvelles activités, c'est finalement de se poser ce genre de questions, de dire, est-ce que j'ai assez à évaluer la double matérialité finalement de mon investissement? Et on a des tests réglementaires, notamment comme la CSRD, qui ont vraiment, qui est en cours de discussion, qui ont mis au cœur du dispositif cette question-là de la double matérialité. Très bien, merci, c'est très clair. Alors, j'ai quand même une question subsidiaire. Est-ce que cette double matérialité, parce que quand j'écoute notamment tes illustrations, concerne principalement le E, ou bien est-ce que ça pourrait concerner également le S et le G? A priori, il n'y a pas de limitation à cet exercice-là de se poser la question. Mais c'est sûr que on le voit de manière très évidente sur le E, mais il n'y a pas a priori de limitation à cette question-là. D'accord, très bien. Alors, on voit bien effectivement ce sujet de ESG, qui est donc quelque part pas un nouveau sujet. La question, c'est si je dois piloter ces risques-là, est-ce que je dois intégrer dans la cartographie notamment de nouveaux risques, ou bien est-ce que ces critères ESG ne sont qu'un effet de levier d'autres risques déjà existants? Quelles sont la manière dont on pourrait aborder les risques sur cette thématique? Effectivement, c'est un point, et à ce niveau-là, il y a des écarts qui se font entre les banques aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des banques qui prennent l'ESG comme un facteur aggravant, comme un driver des risques existants, et dont ne l'intègrent pas comme un risque en soi. Et il y a d'autres banques qui l'intègrent comme un risque à soi. Ma recommandation à moi, ce serait les deux. C'est-à-dire que c'est un risque en soi, mais il a aussi un côté très amplificateur en fait des risques existants. C'est-à-dire que le ESG a une capacité incroyable à amplifier quasiment tous les risques qu'on connaissait habituellement, à savoir le risque de crédit, le risque opérationnel, le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de taux. Ce qu'il faut voir, par exemple, c'est quoi? Si on reprend un peu l'historique bâloise, on a commencé BAL 1 avec le risque de crédit. Donc, on a défini un cadre pour estimer les besoins de fonds propres, notamment pour le risque de crédit. Après, au fur et à mesure, on a intégré le risque de marché, le risque opérationnel, etc. Mais à chaque fois, l'intégration du risque de crédit ne remettait pas en cause l'intégration, par exemple, du risque de marché ou de risque opérationnel, ne remettait pas en cause la façon dont on gère le risque de crédit. C'est-à-dire qu'on pouvait gérer les streams de risque, les filières risques en parallèle. C'est-à-dire que la façon de gérer le risque de crédit ne remet pas en cause la façon de gérer le risque de marché ou de gérer le risque de contrepartie, etc. Ce qui se passe avec le risque ESG, c'est qu'il amplifie tous les risques en même temps. Et donc, en fait, celui finalement qu'on va appeler risque manager ESG, c'est un peu le dernier né de la fratrie des risques, mais qui va venir apprendre un peu la vie à tout le monde, parce que il va venir expliquer
expliquer à tous les responsables de risque existants qu'ils ne peuvent plus continuer à gérer leurs risques comme ils le faisaient avant parce que justement, cette dimension ESG a un côté très amplificateur. Par exemple, pour que vous voyez l'exemple de ce que je suis en train de dire, si je prends par exemple le risque de crédit, le risque de crédit va être amplifié de manière extraordinaire par le risque ESG. Si je prends par exemple le cas du risque physique, on a dit, ce sont les exacerbations des événements extrêmes qui vont en plus être fréquents. Ça veut dire qu'on va avoir des clients, par exemple, qui seront dans des zones de la planète, si on prend les projections du GIEC, on va avoir des clients qui sont dans des zones de la planète où il y a matériellement la fin du monde tous les ans. Donc, si on a un client où, entre guillemets, il y a la fin du monde tous les ans, on comprend bien qu'à un moment donné, la créance, on ne pourra pas en faire grand-chose. C'est-à-dire qu'on va carrément devoir la passer en perte parce il n'aura jamais le temps de pouvoir, entre guillemets, se ressusciter de son sinistre, qui va encore avoir un nouveau sinistre. Par exemple, dans la guideline de l'EBA qui s'appelle NDOD, là, on s'est suffisamment arraché les cheveux pour l'implémenter. Cette guideline, par exemple, définit le défaut et dans la nouvelle définition de défaut, il y a la notion comme quoi, une fois que le dossier est en défaut, on va l'observer pendant, par exemple, 3 mois, si ce n'est pas une restructuration en urgence, et un peu plus longtemps si c'est une restructuration en urgence. Et on va observer si le client a réussi à repartir sur de bonnes bases, et dans ce cas-là, on va sortir du défaut. C'est-à-dire que la guideline de l'EBA s'appuie sur l'idée que le défaut n'est pas un état permanent. Et que normalement, c'est une mauvaise passe et que le client va sortir du défaut. Le problème, c'est que si le client est dans une zone où il y a la fin du monde tous les ans, il sort pas du défaut, en fait. Il peut pas sortir du défaut parce qu'à peine il a réussi à remettre un peu les choses en place, qu'il aura un nouveau sinistre qui va recasser tout. Donc, on va devoir se reposer la question finalement de comment on gère ces créances là dans les zones qui sont potentiellement très, très dangereuses. Et le problème, c'est que il y a aucune zone dans la planète qui est vraiment épargnée. Il y en a qui auront trop chaud, alors que d'autres ce sera trop sec, d'autres auront trop d'eau. Donc, il faudra que nous, en tant que banquiers, on fasse une cartographie très précise de notre portefeuille par rapport à l'exposition au risque physique pour voir justement quelles sont les zones qui seront très sensibles. Et assez rapidement, on va nous demander de mettre en place des limites de concentration parce que, d'une manière générale, si on se retrouve avec une concentration de nos expositions dans les zones où il y a la fin du monde tous les ans, on a un léger problème de risque de crédit qui est amplifié par un risque de concentration. Donc ça, c'est par exemple le cas pour le risque de crédit. Autre aspect aussi pour le risque de crédit, c'est sur le risque de transition, c'est-à-dire que donc on a dit on va mettre en place des mesures qui seront soit même politiques parce qu'on va certainement avoir des lois dans ce sens, ou alors ce sera la désaffection de certains consommateurs, de telle sorte que les clients qui seront dans des activités très intensives en carbone, très intensives en énergie, vont rapidement se retrouver en difficulté par rapport aux clients qui seraient dans des activités plus durables, entre guillemets. Et donc, ça veut dire que si, par exemple, pour vous visualiser l'exemple, imaginons que la banque a des expositions très importantes sur un constructeur de chaudières à fioul. Aujourd'hui, si c'est déjà pas le cas, on est presque certain que dans moins de 5 ans, il y aura des lois qui rendront carrément même illégale l'activité de construction de chaudières à fioul. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe si j'ai une créance à 30 ans sur un client dont l'activité va aller vers sa belle mort? Je vais avoir clairement un problème de transition et ce point-là va se retrouver dans plusieurs types d'encours qu'on a qui sont dans des activités qui seront soit très controversées dans le futur, soit carrément interdites, soit avec des coûts parce qu'on anticipe que le coût de l'énergie, le coût de la tonne de CO2 va exploser dans les prochaines années dans la logique de transition, donc qui auront des coûts opérationnels tellement élevés que même leur business model sera remis en cause. Donc nous aussi, on doit identifier notre sensibilité à ce risque de transition et donc mettre en place notamment des limites de concentration sectorielles par rapport aux zones qui seraient, aux clients qui seraient très très sensibles à ce risque de transition là. Donc ça c'est par exemple quelques exemples pour le risque de crédit. Un autre exemple par exemple pour le risque de liquidité pour que vous voyez à quel point, parce que je peux au moins parler de ces deux risques là parce que assez rapidement quand il y a un problème sur le crédit ou la liquidité, la suivi de la banque est remise en cause. Si on prend par exemple le risque de liquidité, donc ils nous disent par exemple qu'avec
avec les événements extrêmes, risques physiques, les événements extrêmes et fréquents qu'on va avoir, on va avoir un problème au niveau de l'assurance, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que les assureurs, soit vont devoir revoir à la hausse de manière très significative leur prime d'assurance, ou alors il y aura certaines catégories de personnes qui ne seront même plus assurables parce que la prime d'assurance sera trop élevée ou que le bien qui est censé être assuré sera jugé trop dans des zones où il n'est plus pertinent pour un assureur de porter le risque. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que si on a des catastrophes naturelles fréquentes et que le dispositif d'assurance ne fonctionne plus, le seul recours que le consommateur ou le client aura, ce sera de vider son compte pour réparer lui-même sa maison. Donc, ils nous sont déjà, le BA nous sensibilise déjà sur le fait qu'il faut qu'on s'attende à ce que la semaine consécutive à une catastrophe extrême, on est finalement des sorties de trésorerie, des sorties de dépôt beaucoup plus importantes que prévues. Et on sait très bien que le bank run, c'est un peu l'angoisse du banquier. Donc, on peut tirer le fil à l'infini sur l'amplification de tous les risques existants liés à l'ESG, en fait. Tout à fait. Alors, on pourrait compléter effectivement sur le risque de marché, tout simplement aussi par un portefeuille qui pourrait être orienté sur des secteurs d'activité qui eux-mêmes, effectivement, vont avoir des performances qui vont se dégrader. En risque opérationnel, on a aussi deux axes. On a à la fois le risque physique, par exemple, la destruction d'un bâtiment du fait d'une montée des eaux, par exemple, qui peut être un risque opérationnel. Mais on peut avoir aussi toutes les causes opérationnelles, c'est-à-dire toutes les atteintes sur les processus opérationnels du style défaut de paramétrage dans la valorisation justement de ces critères ESG, tout simplement, défaut de compétences, etc. Et c'est par les causes, pour répondre notamment à une question qui a été présentée, c'est par les causes qu'on va pouvoir identifier ce qui est plus du ressort du risque opérationnel. Alors, on peut aussi positiver et dire que c'est le risque pris comme une opportunité, j'ai envie de dire, pour tout le monde, pour les parties prenantes, etc., pour que les banques et les assureurs soient peut-être plus sélectifs aussi dans leur choix stratégique. Alors, il y a une question qui se pose notamment de l'organisation de ce pilotage des risques, puisque donc tu nous l'as bien présenté comme plutôt un facteur exponentiel quelque part. Enfin, exponentiel en brut, ça ne veut pas dire qu'en résiduel, on ne sait pas gérer, bien sûr. Et du coup, est-ce que ça doit revenir dans l'escarcelle de la direction des risques opérationnels ou de la direction compliance? Est-ce que ça vaut la peine de dédier une direction spécifique quelque part? Ou bien est-ce qu'à trop faire de direction, on risque in fine d'avoir des silos et du coup de ne pas avoir cette transversalité qui est vraiment nécessaire à ce sujet, comme tu l'as bien présenté. La best practice qui se met en place actuellement, c'est vraiment de créer un département ESG avec des personnes. Et alors, c'est même pas, c'est des grosses équipes qui sont attendues. Comme on a le département risque de crédit, le département risque de marché, on va avoir un département avec des collaborateurs à plein temps sur l'ESG et qui sont donc transversaux sur les différents risques pour justement aller expliquer et discuter avec tous les responsables et tous les représentants de chacun des départements, pour évaluer finalement comment est-ce que les pratiques existantes vont devoir être évoluées, puisque la guideline sur la politique d'octroi de crédit, par exemple, va évoluer, la guideline sur le provisionnement va évoluer, la guideline sur les stress tests va évoluer. Donc, il faudra que les membres de ce département-là puissent être capables de discuter avec chaque équipe, chaque département risque actuel pour qu'ils puissent appréhender justement l'impact de ce risque ESG là dans leur activité. Donc la transversalité est quand même recommandée. Ce qu'on retrouve aussi dans d'autres banques, c'est qu'en plus de l'équipe risque ESG qui est donc sous la direction des risques, on a aussi une autre équipe qui est parfois sous une filière différente, qui est une équipe un peu de stratégie ESG, parce qu'assez rapidement, on va aussi nous
parler de comment justement j'adapte mon business model par rapport à ce risque-là. Ce qui me semble important vraiment à avoir en tête, c'est que même si c'est vrai qu'on est un peu impressionné par l'avalanche des textes réglementaires qui arrivent actuellement au sujet de l'ESG, il faut voir que ce n'est pas un sujet d'abord réglementaire, parce que on le voit aussi dans certaines banques qui le prennent comme une nouvelle contrainte réglementaire. Il faut intégrer l'ESG. J'espère que j'ai été suffisamment claire sur le fait que même s'il n'y avait pas de guideline de l'EBA, même s'il n'y avait pas de règlement de l'Europe ou de directive européenne sur ce sujet, rien que la gestion saine des risques au sein de la banque nécessite qu'on intègre ce risque-là, parce que sinon on est en train de sous-estimer notre cartographie des risques et sous-estimer en fait les impacts. Donc c'est d'abord pour la suivi de la banque qu'on est obligé de mettre en place cette analyse de l'impact du risque ESG sur tous les risques existants. J'espère que ce point-là il est acquis. Très bien. Les habitants du Pas-de-Calais te remercient aussi, parce que j'espère que les banques locales vont être sensibilisées à ces enjeux. Alors, supposons, ce qui n'est même pas supposons, puisqu'il faudra le faire, c'est-à-dire intégrer justement ces réflexions, notamment dans l'approche nouveaux produits, nouvelles prestations, etc. Tout à fait. Quels sont les critères qu'on peut suivre, qu'on peut piloter sur le E, le S et le G? Et est-ce qu'il y a des référentiels de bonnes pratiques? Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus quels sont des indicateurs qui permettraient de piloter le E, le S et le G? Alors effectivement, dans la place, il y a énormément de critères qui sont utilisés. Il y a certains critères qui commencent à faire consensus, mais ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'il n'existe pas aujourd'hui un test obligatoire, par exemple comme une guideline de l'EBA qui dirait voici les critères que vous devez absolument prendre pour le E ou pour le S et le G. En revanche, il y a un rapport de l'EBA qui est donc un rapport et non pas une guideline qui est sorti en 2021, qui donnait en annexe une série de critères possibles sur le E, et le S et le G. Si on va aussi sur le site de l'ADME, on peut aussi trouver pas mal de références. Et après, il y a des best practices de place qui commencent à converger un petit peu. Et donc, c'est quand même toujours à la discrétion de la banque, finalement, de faire son marché dans la liste des critères proposés pour dire, finalement, qu'est-ce que je retiens. Pourquoi est-ce que je dis faire son marché? Dans le sens que, assez rapidement, quand on décide de mettre en place l'ESG, et notamment la guideline, les critères ESG, la guideline de l'EBA sur la politique d'octroi des crédits de 2021 nous impose en fait de le faire. Au départ, on est très ambitieux, on a envie de couvrir tout, d'aller très très loin sur les critères qu'on va retenir, mais assez rapidement, on est rattrapé par la réalité parce que on a un problème de disponibilité de la donnée, c'est-à-dire que je m'aimerais bien faire des scores où je balaye plusieurs critères, mais si je peux pas garantir la disponibilité de ma donnée et la pérennité dans le temps de la donnée pour garantir la consistance de mon score, bah je suis très vite à court. Donc assez souvent on va partir dans une approche un peu exhaustive et rapidement on va se concentrer sur les indicateurs dont la donnée est à peu près disponible et à peu près satisfaisante. Donc les critères qu'on retrouve régulièrement, c'est par exemple les taux de CO2 émis, alors direct et indirect, dont on va vous parler des émissions scope 1, scope 2, scope 3. Dans le scope 3, ce sera vraiment la vision la plus large de l'émission de CO2 qui tient compte de toutes les externalités en fait de la production du client. Donc on va nous parler de ce genre de critères. On va nous parler par exemple des pourcentages d'énergie renouvelable dans la consommation énergétique du client. On va nous parler du volume de CO2 émis par collaborateur ou par euro de chiffre d'affaires. Ça dépendra de la métrique pertinente. Si c'est par exemple une entreprise qui fait dans le bâtiment, ce sera par kilomètre carré de bâti. Donc on va avoir ces éléments-là. On va avoir des indicateurs par exemple comme le coefficient de biotope par surface pour capter finalement l'impact sur la biodiversité. On va avoir le DPE par exemple du parc immobilier. Et typiquement, si on prend le cas du DPE dans le diagnostic de performance énergétique, aujourd'hui c'est littéralement un cauchemar de pouvoir avoir cette information-là parce qu'on a un problème de disponibilité de la donnée. Quand on va nous demander de réévaluer tout notre stock immobilier de parc immobilier en termes de disponibilité de ce fameux DPE, bah aujourd'hui c'est très très compliqué et on finit par aboutir à
faire des modèles, des proxys, parce qu'on n'a pas vraiment la possibilité d'avoir les informations. Mais donc ça c'est quelque chose qu'on va retrouver rapidement. Pour les critères sociaux, on va avoir les critères par exemple comme le nombre de femmes dans le conseil d'administration. On va avoir là il y a à l'écran, je me rends compte qu'il y a un petit mislead parce qu'en fait les critères qui sont marqués à gouvernance en fait c'est les critères sociaux. Donc juste pour que pour ceux qui regardent vous inversiez, hein. Donc au niveau du social, on va plutôt avoir des critères comme le taux de turnover par exemple dans la banque, le taux de formation, le nombre d'heures de formation par collaborateur, le nombre de jours de formation par collaborateur. On va avoir l'écart de rémunération homme-femme, parce que l'idée c'est d'avoir des rémunérations neutres du point de vue du genre. On va avoir par exemple les sujets liés à la rémunération moyenne par rapport à la moyenne du secteur. Donc, c'est des éléments comme ça qu'on va retrouver. Pour les critères gouvernance, là, effectivement, on va avoir les litiges, par exemple, les taux de litige que la banque peut avoir ou le client peut avoir, les réclamations clients. On va avoir le nombre de noms dans les éléments du conseil, les votes, par exemple, du conseil d'administration, dans cette idée-là de s'assurer que le conseil d'administration est vraiment dans un rôle de challenge, de supervision de la direction générale et pas uniquement, entre guillemets, un passe-plat, quoi. Donc, c'est important d'avoir ces éléments-là. Ce qui est aussi important à avoir en tête, que je n'ai peut-être pas dit depuis le début, c'est que une banque, quand elle doit évaluer tous ces critères, elle doit se poser la question en tant qu'institution, déjà, est-ce que moi-même je suis verte déjà? C'est-à-dire, est-ce que si jamais je devais déployer ces indicateurs sur mon entreprise en tant que personne morale, est-ce que je serais plutôt à l'aise avec les indicateurs que je présente? Et en même temps, elle doit challenger ses clients. Donc ça, c'est un peu la petite particularité de l'ESG par rapport en banque, par rapport et aussi en compagnie d'assurance, c'est pareil, par rapport à, par exemple, l'ESG dans une industrie, c'est dans une industrie non financière. C'est que nous, on doit toujours se poser ces questions-là à double titre. C'est en tant qu'institution, on doit déjà afficher la plus jolie photo possible. Et ensuite, maintenant, comment sont nos clients? Est-ce que je regarde, est-ce que mes clients sont aussi satisfaisants? Sachant qu'il y a une petite particularité encore, c'est que les clients, quand je parle de clients ou de partenaires sociaux, je ne dois pas m'arrêter au premier ordre du client. C'est-à-dire que je dois aussi m'assurer que les sous-traitants de mon client sont recommandables et toute la chaîne de valeur, en fait, de mon client. C'est-à-dire que il y a cette notion-là qui est très importante dans l'ESG, c'est la compréhension de la chaîne de valeur. De savoir finalement, je peux pas me limiter au fait que mon client, qui est peut-être une grande entreprise internationale, a l'air d'avoir plutôt une jolie photo et je m'arrête à ça. Si jamais ce client sous-traite chez des entreprises qui sont moins vertueuses, je dois quand même avoir cette information. Donc, on passe dans un nouveau niveau de KYC. Ok. Alors du coup, on va peut-être pas lister tous les indicateurs parce que les participants donc auront s'ils le souhaitent donc le support. Mais du coup, on voit bien un petit peu toute cette variété quelque part d'indicateurs et les entreprises qui sont aussi confrontées à répondre aussi à ces mêmes indicateurs, y compris pour leurs prestataires, etc. Une question d'un des participants, c'est de savoir si ce document et ces critères sont en phase avec le document de la Banque centrale européenne qu'elle a émis en 2020. Est-ce que, Evelyne, tu as... C'est inspiré sûrement de... Oui, les documents de la BCE, de toute façon, ça fait partie des éléments qu'on intègre. Nous, effectivement, dans nos formations, on fait une synthèse finalement à la fois tous les guides de BCE qui sont issus du sujet, les guidelines de l'EBA aussi, les rapports de l'EBA, parce qu'on a aussi pas mal de sujets où l'EBA fait des rapports et pas des guidelines. Donc, c'est peut-être moins engageant, mais c'est quand même des mines d'informations très précieuses qu'on intègre. Et bien sûr, il y a tous les règlements et directives européennes. Donc, on essaye d'être le plus complet possible c'est une synthèse qu'on vous présente de tout ça. Ok. Alors après, du coup, si on aborde quand même un des mots-clés que tu as quand même employé plusieurs fois, business model, quelles sont justement les contraintes sur la stratégie des banques compte tenu de ces enjeux ESG? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette stratégie?
Alors, il va falloir faire du tri sélectif, hein. Il va falloir faire du tri sélectif, c'est-à-dire que quand on parle de tri sélectif, bah ça, c'est l'occasion de le dire. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs bacs. On va avoir plusieurs bacs et il va falloir ranger nos clients de notre portefeuille dans chacun des bacs. Alors là, ce qu'on vous présente, par exemple, dans ce slide-là, c'est les principales stratégies, en fait, que les banques utilisent, sachant que ce n'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'on peut avoir une stratégie pour un portefeuille donné et qui n'est pas la même pour le deuxième portefeuille. Donc, il va falloir faire une analyse fine de son portefeuille pour savoir pour chaque sous-portefeuille, en ayant la meilleure granularité possible, quelle est la bonne stratégie à appliquer. Et aujourd'hui, on va se retrouver à appuyer un peu sur tous les boutons en même temps. Donc, le premier bac, en fait, c'est le bac de la stratégie d'exclusion. C'est-à-dire qu'on va déterminer dans notre portefeuille les clients qui sont devenus, entre guillemets, peu fréquentables et qu'il va falloir progressivement les sortir du bilan. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de test réglementaire officiel pour dire voici les clients que vous devez absolument sortir du bilan, mais il commence à avoir un consensus sur ceux qui sont vraiment jugés comme de mauvaise fréquentation. Il y a déjà une liste, par exemple, qui existe, une liste internationale des 20 entreprises les plus polluantes sur lesquelles les banques doivent évaluer leur exposition, notamment dans le cadre du pilier 3 ESG. On va nous demander, c'est un des templates de l'EBA, de donner l'exposition de la banque sur les 20 entreprises les plus polluantes de la planète. Mais au-delà de ça, même s'il n'y a pas encore de tests réglementaires en noir et blanc de ce point de vue-là, on va quand même nous dire, réduisez drastiquement votre exposition sur les énergies fossiles. Donc, tous les clients qui sont sur du charbon, du fuel, aussi tout ce qui est lié au gaz de schiste, au sable bitumineux, il va falloir réduire drastiquement ce genre d'exposition. Il va falloir réduire les expositions sur le tabac, sur l'huile de palme. Alors, ils ont une notion de concept d'armes sales. Comme quoi il y aura des armes propres et des armes sales. À la fin, le gars meurt quand même. Mais quand même, il y a cette petite nuance il faudrait éviter les armes sales. Donc, il y a certaines catégories d'activités comme ça pour lesquelles il est de bon ton de mettre en place une stratégie d'exclusion. Deuxième stratégie, c'est la stratégie d'engagement et de soutien. Alors là, ce sont plutôt les clients sur lesquels qui ont déjà une coloration verte très affichée. Par exemple, on va dire la banque s'engage à allouer un budget de, je sais pas, 3 milliards au financement des panneaux solaires ou au financement des éoliennes. Là, c'est vraiment l'engagement massif de la banque et elle va communiquer activement dans le sens du soutien important à ces activités-là qui sont déjà vertes et qui ont donc besoin d'un afflux de capitaux important pour pouvoir se développer et atteindre notamment au niveau financier un prix qui soit abordable pour les consommateurs. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. La stratégie best in class, c'est que dans un secteur d'activité donné, on va par exemple décider de prendre des clients, certes, qui ne sont pas verts, mais ils sont les plus vertueux dans certains secteurs d'activité. Donc, on va définir une batterie de critères et on va regarder ceux qui ont finalement les meilleures notes sur ces critères-là et on va dire, voilà, on peut pas supprimer un secteur d'activité parce qu'il est très important pour notre économie, mais on va concentrer notre portefeuille sur les clients les plus verts de ce secteur-là, best in class. La stratégie best in force, ce serait plutôt finalement les clients qui ont le plus progressé sur une période donnée. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément verts, mais par contre, on va par exemple faire un historique sur 5 ans, sur quelques indicateurs, et on va voir ceux qui ont le plus progressé. Et donc, ça montre que le management de ces entreprises-là est très volontaire. Ils ont envie de faire des choses, donc on peut investir. Et la dernière stratégie qu'on retrouve aussi, c'est la stratégie d'accompagnement. Donc là, effectivement, le client, il n'est pas vert, il n'a pas forcément une vertu particulière, mais par contre, on lui donne des conditions en disant je vous finance à condition que vous améliorez un certain nombre d'indicateurs. C'est-à-dire que dans le contrat de prêt, on va définir des KPI et finalement, on va conditionner le financement et les conditions de financement à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs verts. Et c'est comme ça qu'on a vu le développement de pas mal de produits comme les Sustainability Linked Loans ou les Sustainability Linked Bonds, qui sont donc ce type de prêts
là qui sont assortis à un certain nombre de respect de KPI. Et donc, si jamais les KPI ne sont pas respectés, les conditions de financement autorisent la banque à renchérir le coût du crédit si jamais ce n'est pas atteint ou à demander des garanties supplémentaires, etc. Donc, c'est important effectivement que chaque banque fasse ce homework là d'analyser en profondeur le portefeuille pour pouvoir justement mettre en œuvre ces différentes stratégies. Oui. Voilà, merci Evelyne. Alors, ce que tu présentes là, c'est particulièrement intéressant parce qu'on voit bien que quand on est, par exemple, dans un conseil ou une direction générale, tu nous donnes en fait la manière d'aborder toutes les évolutions stratégiques. Et tu nous donnes en fait les 5 axes sur lesquels on doit aborder toute nouvelle évolution stratégique, produits, prestations. Et puis derrière, tu nous donnes en fait les points de contrôle. Et si là, je prends une casquette audit, on voit bien que l'auditeur aura comme préoccupation de s'assurer en fait le respect de ces 5 axes sur la stratégie et toutes les évolutions commerciales qui ont pu avoir lieu au sein des établissements. Sachant que c'est un travail qui est rétroactif, hein, c'est-à-dire que la banque peut définir ça et après avoir des clauses où, par exemple, tous les ans, on se repose la question quand on met on met à jour le plan stratégique, on se repose la question si on est toujours d'accord pour soutenir tel ou tel client ou pour changer de paquet, en fait. Hein. Tout à fait. Alors, on va pas passer en revue l'ensemble des textes réglementaires parce que voilà, il nous faudrait plus que la soirée. Et l'objectif de cette session, c'est effectivement d'en extraire quelques morceaux choisis les plus représentatifs. Donc, est-ce que tu pourrais quand même nous faire un petit zoom sur ce qui se profile à horizon 2025 dans le monde financier, notamment la fameuse CRR3 et la fameuse évolution de la CRD. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments explicatifs de la manière dont ils vont intégrer ces éléments, sachant qu'en t'écoutant, on voit bien que le E prend quand même pas mal le pas sur le S et le G, quelque part. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas oubliés, mais dans cette approche-là, on est quand même très focus sur le E. Alors, le fait que le E prenne le pas sur le S et le G, c'est une question aussi de calendrier réglementaire. C'est que, en fait, le projet est énorme. Hein. Donc, au niveau du Parlement européen, ils ont loti un peu les choses. Donc, ils ont commencé par la partie E, parce que déjà le S a un côté, il y a une corrélation du S avec le E, c'est-à-dire que le S est amplifié par le E. Vous imaginez bien que si on a des catastrophes naturelles très importantes dans certaines zones, derrière, il y a aussi des populations qui vont être très impactées, il y aura des migrations de masse, etc. Donc, chronologiquement, il faut d'abord bien avoir dégrossi le E pour attaquer sérieusement le S. Sinon, on risque de faire des choses qui sont, entre guillemets, contre-intuitives. Donc, il y a un calendrier européen qui effectivement, a loti les choses dans ce sens-là. Ce qui veut dire que nous, en tant que financiers, il ne faut pas qu'on se fasse piéger parce que c'est bien une stratégie ESG qu'il faut mettre en place. Et si on fait une stratégie qui surpondère le E et qui est contre-intuitive pour le S, bah, on va finalement, entre guillemets, faire des choses qu'il va falloir défaire derrière. Pour que vous voyez un peu l'exemple, si je prends par exemple le cas du risque de concentration, on a dit il faut que on définisse des limites de concentration dans des zones par rapport à des zones géographiquement qui seraient très très sensibles aux catastrophes extrêmes. Effectivement, du point de vue du E, ça me semble évident, mais il faut quand même qu'on ait en tête que derrière, ce sont des populations donc qui auront la double peine parce qu'elles auront à la fois la fin du monde tous les ans et en plus la raréfaction du financement. Donc derrière, on va créer des problèmes très aigus. Donc c'est important que la banque soit presque finalement en avance de phase par rapport aux discussions du Parlement européen pour pouvoir justement anticiper les aspects ESG de la stratégie qu'on est en train de mettre en place par rapport au point précédent, pour être sûr que justement on ne fait pas des choses qui sont contre-intuitives, qui suppondent le E et qui détruisent complètement le S, parce qu'il va falloir défaire derrière. Donc ça c'est déjà par rapport à la compliance va veiller. Et la compliance, bien sûr, bien entendu.
Et le G aussi, bien sûr. Donc, il faut vraiment faire du ESG. Alors maintenant, pour revenir au dispositif Balois, ce qui est important à avoir en tête, c'est que finalement, les 3 piliers de la réglementation baloise vont être remis en cause. Hein, parce que je vous ai dit, ce risque ESG, il change drastiquement la façon dont on perçoit le risque. Et donc, le risk management, donc forcément, pour faire quelque chose de sérieux, il va falloir revoir les 3 piliers. Et donc, pourquoi est-ce que une des raisons aussi pour lesquelles la discussion du paquet bancaire européen, là, le fameux paquet CRA3, CRD6 traîne aussi au niveau des discussions, c'est aussi parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on est en train de prévoir par rapport à l'ESG. Pour la petite histoire, la CRA3 a vocation à la fois transposer ce qu'on appelle la finalisation de BAL 3 en droit européen. Donc, la finalisation de BAL 3, c'est tout le dispositif qui a été qui a été défini par le comité de Bâle et qui est sorti en 2017, qui devait revoir toute la méthodologie de calcul des fameux RWA au dénominateur du ratio de solvabilité. Et la CRA3 transpose ça, mais là où la CRA3 est innovante et même en avance de phase par rapport au comité de Bâle, c'est le fait que la CR3 fait un pavé très conséquent sur l'ESG, la CR3 CRD6, qu'il n'y a pas justement dans le test balois. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, le comité de Bâle va devoir sortir notamment un autre test qui intègre ces éléments-là. Alors, les 3 piliers de la réglementation baloise sont remis en cause. Donc, le pilier 1, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié au ratio réglementaire minimum à respecter. Donc, ça va être les ratios de solvabilité, les ratios de levier, les ratios de liquidité LCR, NSFR. Donc, dès lors qu'on a un ratio à respecter, une limite à ne pas dépasser, à ce moment-là, c'est une exigence de pilier 1. Et le pilier 1 va être remis en cause aussi de manière importante. Le BA a sorti un papier en octobre 2023, donc c'est très récent, hein, pour donner ses recommandations sur les évolutions du pilier 1. La piste initiale qu'ils avaient suivi, c'était de mettre en place ce qu'on appelle un Green Supporting Factor et un Brown Penalizing Factor. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en gros, on allait réanalyser le portefeuille. Si vous voyez tous, par exemple, la matrice standard pour le risque de crédit, on allait réanalyser le portefeuille en intégrant une nouvelle dimension qui serait finalement la couleur du client, est-ce qu'il est vert ou il est brun, et on aurait donc des pondérations de risque qui seraient plus importantes pour les clients bruns et plus faibles relativement pour les clients verts à rating équivalent. Donc ça, c'était la première piste qu'ils avaient envisagée, et finalement, ils ont dû renoncer à cette piste-là, et ce qu'ils envisagent maintenant, c'est de modifier la méthodologie de calcul des RWA en moto standard et en modèle interne pour le risque de marché, risque de crédit, risque opérationnel, surtout risque de marché, risque de crédit, de manière subtile pour qu'in fine, on aboutisse à la même conclusion. Par exemple, ce qui va se passer, c'est une des grandes avancées, c'est la modification du rating. Ce que recommande le BA, c'est qu'on ait donc un rating qui ne soit plus uniquement financier, mais un rating qui soit financier et extra-financier. Donc, il demande aux agences de notation d'intégrer la dimension ESG dans le rating. Et on comprend très vite que si on a des clients qui ont, par exemple, des très bonnes notes aujourd'hui, mais qui sont très carbone intensifs, donc qui sont très exposés aux énergies fossiles, il est possible qu'avec l'intégration de l'ESG dans le rating, on se retrouve à perdre 1 notch, 2 notch, voire pire. Et derrière, ça entraîne une migration du risque et donc une migration des pondérations à la hausse. Donc, mécaniquement, rien qu'en changeant le rating, on va drastiquement doper les pondérations pour les clients qui seraient bruns. Et ce qu'ils nous demandent aussi, c'est que nous, on mette en place ce qu'on appelle des due diligence raisonnables, c'est-à-dire que pour pouvoir challenger que les agences de notation ont suffisamment intégré le ESG dans les ratings. C'est-à-dire qu'il va falloir que à chaque fois qu'on reçoit des ratings, par exemple de Moody's, on ne les cherche pas directement dans le système comme on fait aujourd'hui. On doit rechallenger le rating reçu par Moody's et si jamais de Moody's, pardon, et si jamais on estime que l'ESG n'est pas suffisamment intégré, c'est à la banque de faire les corrections des overrides, en fait, pour pouvoir intégrer ces ratings-là. Donc ça, c'est en méthode standard, mais même en modèle interne aussi, on va nous demander de faire évoluer nos modèles de notation pour intégrer ça. Et ça, c'est explosif en termes d'impact sur les quantifications, sur le ratio de solvabilité, par exemple. Au niveau du pilier, voilà. Ça, c'est le pilier 1. On est plutôt vers la hausse, on sera plutôt potentiellement vers la hausse du montant du capital et une incitation à meilleure pratique.
Si notre portefeuille s'avère très brun. Il y a plusieurs autres éléments du pilier 1, hein, mais qu'on ne pourra pas forcément développer là, mais ça, c'est le point le plus marquant. Au niveau du pilier 2, déjà, dans le cadre de la CRD6, hein, le superviseur aura toute légitimité pour pouvoir finalement charger le P2R, hein, lié à des insuffisances du dispositif ESG. Donc, vous savez tous que justement, il y a cet exercice-là qu'on appelle le SREP, le Supervisory Review Evaluation Process, où le superviseur fait un peu un audit 360 degrés de la gouvernance dans la banque, de la stratégie de la banque, de l'ICAP, du dispositif d'évaluation des besoins de fonds propres, et l'ILAP, évaluation des besoins en liquidité de la banque. Et donc là, on va avoir finalement, en sortie de SREP, des nouveaux motifs d'augmenter le P2R, notamment une insuffisance du dispositif ESG, le P2R, qui est donc l'exigence additionnelle de fonds propres au titre du pilier 2, qui va donc être prise en compte comme ça. Et en plus, ce qu'ils vont nous demander justement dans le cas du pilier 2, c'est de réintégrer dans le business model la notion de durabilité, réintégrer par exemple dans l'ICAP des stress tests, d'abord dans la cartographie des risques de l'ICAP, de réintégrer le ESG, mais aussi dans les stress tests qu'on va simuler, on va donc intégrer des stress tests ESG sur pour la planification et l'adéquation des fonds propres, et également pour la planification et l'adéquation de la liquidité, avec la subtilité que les stress tests ESG sont très particuliers. En fait, on dit stress tests ESG, c'est surtout le risque climatique qu'on stresse aujourd'hui, puisque on n'a pas encore les méthodologies pour stresser les risques sociaux et gouvernance. Et même au niveau du risque climatique, on a une difficulté, c'est qu'on est sur des horizons de projection très très longs, entre 10 et 80 ans, alors qu'aujourd'hui, l'ICAP, il est plutôt sur des projections à 3 ans. Donc là, on va rentrer encore dans une complexité supplémentaire. C'est ce qui est amplifié par le fait que les données sont très peu disponibles ou de très mauvaise qualité. Et après, le troisième aspect, c'est le pilier 3. Donc, c'est déjà la CRR2 qui avait demandé à toutes les grandes banques de publier des informations sur l'ESG dès cette année. Et donc, le BA a fait un ITS en janvier 2022 pour pouvoir définir les fameux 10 templates quantitatifs et 3 templates qualitatifs que les banques doivent remplir. Finalement, il y a un chronogramme jusqu'en 2024 pour pouvoir respecter ces exigences-là. Donc ça, c'est la CRR2 qui le disait pour les grandes banques. Et là, la CRR3 va étendre finalement l'obligation de publication des informations ESG à toutes les banques, quelle que soit leur taille, à partir de janvier 2025. Donc ça veut dire que les banques doivent déjà se préparer, même celles qui n'étaient pas soumises à cet exercice-là cette année, doivent déjà se préparer à pouvoir sortir ces templates, sachant que ce sont des templates qui sont quand même très, très complexes à avoir, et les banques qui ont pu publier cette année ont quand même eu beaucoup de difficultés à sortir des chiffres, et notamment la BCE a fait un rapport là-dessus pour marquer on va dire son mécontentement, voire ne pas dire autre chose, par rapport à la qualité des publications qui ont été faites. Donc, je ne saurais que trop recommander chaque banque de vraiment mettre l'énergie pour pouvoir s'approprier ces tableaux-là. Donc, les grandes banques sont déjà complètement en ordre de marche par rapport à tout ça. On est d'accord. Et par contre, à horizon 2025, l'ensemble des banques vont être concernées par ce dispositif. De l'Union européenne. Pilier 2 et pilier 3, on est d'accord. Pilier 1, pilier 2, pilier 3, et notamment au niveau du pilier 3, le fait de sortir ces templates-là de l'EBA, ça va être quand même un morceau important à absorber. Bien sûr, tout à fait. Alors justement, si tu peux nous faire peut-être un petit retour par rapport au rapport qu'a fait la Banque Centrale Européenne par rapport à ce pilier 3, qui nous permettra de terminer par les bonnes pratiques, parce qu'en fait, à travers le constat qu'a fait la BCE, qui était un peu, je vais pas dire navrant, mais elle n'a pas donné un satisfecit, voilà, aux banques qui ont publié au titre du pilier 3, du fait de la complexité, tu l'as très bien évoqué. Mais est-ce que tu peux du coup rapidement peut-être passer sur ces 3 templates pour aller ensuite vers justement les bonnes pratiques que tu conseilles pour justement arriver à appréhender ce sujet et puis in fine satisfaire les templates
qui restent des templates et on ne va pas réduire l'ESG aux templates, mais néanmoins, c'est quand même un aboutissement qui est quand même censé être représentatif de tout le reste. Ouais, effectivement, vous voyez là à l'écran, hein, c'est par exemple les 10 templates quantitatifs là qui sont demandés par le BA dans le cadre du pilier 3. La grande difficulté aujourd'hui, c'est le fait qu'on a un problème de données. Hein. C'est sûrement le problème le plus difficile, voire critique au niveau de l'ESG. C'est que une fois qu'on a passé le petit scepticisme qu'on peut rencontrer de temps en temps par rapport à la démarche, même quand on est de bonne volonté, on est rapidement confronté à un problème de où est-ce que je vais prendre l'info. Où est-ce que je vais prendre l'info? Par exemple, si je prends le premier template, on va nous demander de donner une cartographie du portefeuille par maturité et aussi par type d'émission scope 3. Le scope 3, c'est vraiment de dire, je vais essayer de regarder l'impact carbone de mon client, y compris de toutes les externalités liées à sa production, y compris jusqu'à la fin du cycle de vie du produit qu'il produit. Donc, on est dans quelque chose qui est extrêmement compliqué à estimer. Et ce n'est pas toutes les entreprises qui publient ces informations-là. Donc, même quand on va avoir recours à nos clients, on peut le regarder dans les publications plus ou moins obligatoires ou volontaires qu'elles font. On peut avoir des infos, mais ce n'est pas exhaustif. On peut lancer des questionnaires pour pouvoir récupérer des infos des clients, mais là aussi on a un problème déjà de taux de réponse au questionnaire et de qualité des données qui sont fournies. On peut aller sur des fournisseurs de données pour essayer d'avoir des informations, mais là aussi on a un souci parce qu'il y a un indicateur, par exemple, qu'on regarde sur les données qui est les fournisseurs de données, qui est la corrélation entre les fournisseurs de données, de dire finalement est-ce que pour la même signature donnée, deux fournisseurs de données différents donnent à peu près les mêmes informations ou pas. Et on se rend compte qu'il y a une corrélation qui est très très faible entre les fournisseurs de données. Donc assez rapidement, on aura du mal à finalement sélectionner la bonne info. Et la dernière option, c'est finalement la modélisation. Alors comme le mot modèle est devenu tabou, on utilise le mot proxy, mais bon, c'est quand même, ça revient quand même à la même chose, c'est-à-dire qu'on doit modéliser des données parce qu'on n'est pas capable de les observer ou de ne pas avoir quelque chose de fiable. Donc c'est la grande difficulté qui derrière se propage en fait sur l'ensemble des templates et qui rend le problème particulièrement complexe. Donc par exemple aujourd'hui, toutes les banques s'arrachent les cheveux pour pouvoir avoir l'information de l'impact d'émissions de CO2 scope 3. Pareil aussi, on a des problèmes sur le DPE, j'en ai parlé déjà. C'est très très compliqué d'avoir les DPE. Il y a même certaines banques qui passent par des drones pour pouvoir estimer les DPE des maisons. Donc pour vous dire à quel point on va même aller solliciter la technologie pour pouvoir avoir ces informations-là. On va nous demander par exemple là le template 3 qui nous demande de faire donner l'alignement de notre portefeuille aux accords de Paris. Finalement, c'est qu'on va nous demander d'estimer déjà le niveau de CO2 de notre portefeuille aujourd'hui. Et ensuite de le projeter jusqu'en 2050 pour voir si la trajectoire de notre portefeuille est très décalée de la trajectoire idéale qui aboutirait à 0% d'émissions nettes de CO2 du portefeuille. Donc ça nous demande en fait à la fois d'être capable d'estimer une donnée initiale qui est très complexe à avoir, mais aussi d'être capable de faire des projections à 30 ans. Et ça, on rentre dans un champ méthodologique pour lequel on n'a pas forcément des références aujourd'hui. Donc, c'est ça qui rend l'exercice compliqué. Et il y a aussi pas mal de sujets, puisque par exemple pour les sujets liés au GAP, par exemple au Green Asset Ratio, le taux d'encouvert, il faut mapper le portefeuille par rapport aux actifs qui seraient alignés à la taxonomie ou pas. Et il y a ces fameux codes NAS, là parfois les banques ont du mal à pouvoir mapper les activités par code NAS tel que c'est décrit dans la taxonomie pour pouvoir savoir finalement qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc on a énormément de complexité comme ça qui fait que malgré les bonnes volontés, aujourd'hui, on est quand même encore sur une qualité de publication très mitigée. Et donc, après, on va plaider le test and learn dans le sens qu'on va progressivement améliorer. Et ce que, par exemple, dit clairement le BA, c'est qu'à court terme, on a le droit de recourir au proxy, aux modélisations des données, parce qu'effectivement, les données n'existent pas. Mais ça ne nous dispense pas
pas de mettre en place un dispositif pour récupérer progressivement de la donnée réelle pour pouvoir justement confronter les estimations qui sont faites. Mais c'est vraiment la grande difficulté. Ok. Merci Evelyne. Comme je vois l'heure qui tourne, hein, au titre de la sobriété numérique, on va respecter les horaires. Est-ce que tu pourrais terminer par nous donner juste les bonnes pratiques, quelle serait la feuille de route que tu suggérerais par rapport à ces enjeux? Donc, effectivement, par rapport aux enjeux ESG, il y a au moins ces 5 axes-là que vous voyez sur l'écran. Il va falloir revoir la gouvernance, à la fois la politique de rémunération, la constitution du conseil d'administration, la comitologie, parce que on s'attend maintenant à ce que il y ait des comités ESG dédiés et en même temps qu'à l'agenda des comités existants, il y ait toujours une dimension ESG à l'agenda parce que il y a toujours une dimension ESG dans tout. Voilà. Donc, il va falloir revoir la gouvernance en ce sens-là. Je crois que j'ai été assez bavarde déjà sur la partie data quality. Il va falloir vraiment investir là-dessus pour tous ceux qui, entre guillemets, procrastiner sur la mise en place d'un vrai projet data quality dans la banque. Là, ce ne sera plus négociable parce que ça va devenir très douloureux si jamais on ne traite pas sérieusement ce problème de la qualité des données. Au niveau du risk management, comme on disait, la best practice, c'est d'avoir des équipes dédiées. Évitons le piège du collaborateur qui a déjà 252 projets en cours et on lui dit, tiens, tu vas faire le ESG. C'est vraiment une très mauvaise idée, même si à court terme, ça semble rentable. Il faut vraiment professionnaliser la démarche et avoir des collaborateurs dédiés à cette fonction-là. Et il y a même une question sur le recrutement de ces collaborateurs-là, parce qu'il faut qu'on ait quand même des collaborateurs qui comprennent bien ces sujets ESG, mais qui aussi comprennent bien les enjeux de la banque pour pouvoir discuter avec les autres départements. Parce que sinon, on peut rapidement avoir des personnes qui peuvent être dans une posture un peu trop fermée, trop dogmatique, parfois même intégriste. Donc, il va falloir faire attention à ça. On va nous parler de faire des stress tests ESG, donc il va falloir se former sur ces sujets-là, des nouvelles cartographies des risques, des analyses d'impact sur les autres risques avec la prise en compte de toute la chaîne de valeur. Donc ça va être important. Il va falloir regarder la stratégie. Donc on en a parlé, il y a plusieurs stratégies à mettre en place et c'est un exercice qui est itératif. Donc il va falloir vraiment s'y mettre. Et finalement, les losers, si on peut dire, de la démarche seront ceux qui traîneront des pieds et qui définiront la stratégie très peu, parce que c'est très tardivement. Parce que si jamais il s'agit, par exemple, de sortie de certains portefeuilles, plus on va traîner, plus le risque de sortie va être coûteux en termes de dévalorisation en fait de l'actif au moment de la vente. Donc, il va falloir être proactif dans cette mise en œuvre de la stratégie. Et bien sûr, il y a tout le dispositif lié au reporting et au pilier 3, par exemple, dans la proposition de l'EBA, ils envisagent de mettre en place quelque chose comme une forme de COREP ESG qui va venir aussi en termes de reporting réglementaire en complément du pilier 3 ESG. Donc voilà un peu en synthèse la feuille de route. Très bien. Merci beaucoup, Evelyne. Enfin, c'est plus qu'une feuille, hein. C'est un arbre c'est une forêt. De travail à faire. Alors, il y a quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre parce que voilà, on est pris quand même par le temps. Je suggérais aux uns et aux autres, n'hésitez pas à envoyer vos questions ou alors sur le site de l'AFGES pour que vous puissiez échanger plus avant avec Evelyne. On vous informe d'ores et déjà de notre prochain webinar. Du coup, Evelyne, je te laisse présenter la prochaine affiche. Oui, effectivement. Voilà, qui est notre prochain webinar, qui est sur un autre sujet, mais tout aussi intéressant, puisque pour tous, cet ESG, il faut de l'argent. Et dans un contexte de hausse des taux et de contraintes réglementaires, là aussi, il est quand même intéressant de voir comment les banques, elles vont arriver à gérer un petit peu tous ces sujets. Il y a quelques questions, donc on a noté toutes vos questions. On essaiera éventuellement de voir comment pouvoir y répondre, bien évidemment. Il y a des questions qui étaient aussi sur les finances publiques, sur la manière dont on peut les évaluer. Il y avait une question, Evelyne, sur la manière dont on peut évaluer l'immobilier au titre du pilier 1.
Gros débat, gros Voilà, débat. comment on prend en compte, effectivement. Est-ce qu'on doit prendre en compte dans les hypothèques, notamment, ces La éléments? réponse est oui, hein. C'est la Voilà. recommandation de l'EBA. Hein. Et puis, une dernière question rapide aussi, c'était sur comment intégrer ces critères dans les nouveaux produits. Tu y as répondu en partie en s'appuyant sur tous les critères dont on peut disposer pour passer tous les produits et les prestations au peigne fin d'une grille d'analyse et donc Ouais. d'un outil de scoring qui va être quelque part obligatoire. Et dans les thèmes en référence aussi du comité, hein, il faudra que celui qui présente le cas du nouveau produit qu'on veut lancer, qu'il prévoit déjà une analyse systématique de la double matérialité du projet qu'on veut lancer, en fait. Voilà, avec potentiellement des impacts positifs de cette double matérialité. En tout cas, on va clore ici cette session. Un grand merci à tous nos participants. Un grand merci pour votre écoute. Ceci dit, vous n'aviez pas loisir de parler, mais en tout cas de vous exprimer par chat. Un grand merci pour les échanges. Et surtout, un grand merci à Evelyne pour cette présentation très pédagogique, très claire, qui a permis de mettre tout le monde à niveau, de se rendre compte de la charge de travail, bien évidemment, au service d'une humanité plus propre, plus sociale, plus juste. Voilà. Donc c'est juste un beau programme qui ne peut que faire envie et voilà et susciter encore des vocations dans ces filières-là. Voilà. Un grand merci à vous tous. Très bonne soirée et sans doute peut-être au 30 novembre si vous le voulez bien. Écoutez, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de passer cette soirée avec vous. Au revoir. Merci, Evelyne. Merci. Au revoir.